Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Blood on the Clocktower. Blood on the Clocktower est un jeu de Steven Medway et est magnifiquement illustré par Michaela Adorn, Aidan Roberts, John et Grace Van Fleet. Le jeu est édité par The Pandemonium Institute. C'est un jeu pour 6 à 21 joueurs pour des durées de partie de 30 à 150 minutes en fonction du nombre de participants et des interactions de groupe. Blood on the Clocktower est un jeu de bluff et de déduction sociale, opposant deux camps. Le bien qui cherche à trouver le démon et le mal qui est là pour semer le doute et d'éliminer les villageois en toute discrétion. Guidé par un storyteller neutre, le jeu alterne entre phase de jour, où les joueurs discutent, complotent, peuvent même mener des exécutions, et phase de nuit, où les pouvoirs de certains personnages peuvent être utilisés. Même une fois éliminés, les joueurs peuvent influencer la partie en tant que fantôme. Il est également possible de rejoindre le jeu en cours de partie avec le rôle de Traveler. Chaque rôle est unique et a un pouvoir spécifique, ce qui rend chaque partie différente. Très immersif, Blood on the Clocktower s'impose comme un classique des jeux à rôle caché. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les grandes mécaniques, vous expliquer comment fonctionne le jeu, et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Blood of the Clocktower est un jeu de déduction sociale dirigé par un storyteller qui joue le rôle d'un maître de jeu. L'histoire se déroule dans le village de Ravenwood Pluff, un pauvre village provincial rempli de gentils villageois, comme vous, allant et venant avec leur plateau, toujours les mêmes pains et miches à vendre. Mais la ville est attaquée. L'un d'entre vous est possédé par un démon. Un démon bien décidé à dévorer les habitants du village un par un. Et pire encore, il a recruté des complices parmi les villageois pour devenir ses sbires. Comment allez-vous gagner dans le jeu? Cela va dépendre si vous êtes du côté du bien ou du côté du mal. Vous allez prendre ce sac et vous allez mettre différents rôles dedans que vous allez faire tirer aux joueurs. Si vous tirez un jeton rouge du sac, vous êtes du côté du mal. Vous gagnez lorsque tous les joueurs du bien sont morts ou il ne reste plus que le démon et un seul joueur du bien encore en vie. Le premier de ces deux scénarios à se produire fait gagner les forces du mal. Si vous tirez un jeton bleu, vous êtes dans le camp du bien. Votre mission est de découvrir qui est le démon et de l'exécuter par votre public. Si vous y parvenez, vous gagnez instantanément et la ville est sauvée pour un jour de plus. Le jeu est une énigme. Pour la résoudre, les bons joueurs vont partager des informations entre eux, qui ils sont, ce qu'ils savent, et les joueurs maléfiques, eux, vont mentir. Ils vont mentir sur leur rôle et sur ce qu'ils savent. Soyez vigilants, car vous ne saurez jamais avec certitude qui dit la vérité. Les joueurs, pour la mise en place, vont s'asseoir en cercle, comme les chiffres sur un cadran d'une horloge, d'où le nom du jeu. Un par un, chaque joueur pioche la main dans le sac pour en tirer un jeton. Ce jeton va déterminer leur rôle. Contrairement à la plupart des jeux de déduction sociale, dans Blood on the Clocktower, chaque joueur a un rôle spécial. Car en effet, chaque rôle associe un pouvoir spécial qui pourra, on l'espère, aider et parfois gêner la progression de votre équipe vers la victoire. Il est conseillé à tous les nouveaux joueurs de commencer par le script que j'ai mis là, Trouble Brewing. Il y a plusieurs scripts dans le jeu qui vont dans une difficulté croissante en fonction des rôles et ce genre de choses. Tous les rôles associés à ce script, vous les retrouvez sur une fiche de personnage que vous pouvez distribuer à tous les joueurs. C'est donc cette fiche-là où vous voyez, il y a tous les rôles qui existent et à chaque fois, il est écrit le pouvoir qu'ils ont. Et derrière, vous avez ça pour le reconnaître. Les fiches de personnages sont vos meilleurs alliés. Elles expliquent ce que fait chaque rôle, ainsi que les rôles potentiels présents dans la partie. Les joueurs vont ensuite remettre leur jeton au compteur, puis tous fermer les yeux, et la première phase de nuit commence. Vous allez également prendre ce plateau, et vous disposer en cercle, en face de chaque joueur, un jeton pour indiquer qu'il y a un joueur présent. Et ici, ça vous sert à indiquer les rôles, et où ils sont positionnés, lorsque vous les regardez. Et ici, les différents éléments liés au script et d'autres petits jetons dont vous aurez besoin. La structure du jeu est la suivante. Nuit, jour, puis de nouveau nuit, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la partie arrive à cette terrible conclusion. Pendant la phase de nuit, le pouvoir des joueurs peuvent s'activer. Certains villageois peuvent obtenir des informations selon leur rôle, certains joueurs peuvent être tués par le démon. Cela semble être un cauchemar en effet, et c'en est un. Mais pas de panique, toute la gestion compliquée est assurée par le compteur. En tant que joueur, ce que vous devez faire, c'est fermer les yeux. Vous vous réveillez seulement si le compteur vous touche. Si votre pouvoir vous permet de connaître un chiffre, le compteur vous indiquera ce chiffre avec ses doigts. Si votre pouvoir nécessite une réponse oui ou non, il hochera de la tête pour oui, il a ce coup pour non. Si votre pouvoir demande de choisir un autre joueur, pointez simplement du doigt, le compteur confirmera votre choix en pointant le même joueur. Le compteur vous indiquera par un geste quand fermez les yeux de nouveau. Si votre pouvoir ne s'affiche pas la nuit, il vous suffit de patienter jusqu'au matin. Après la phase de nuit, le compteur vous dira d'ouvrir les yeux, et la journée commence. Pendant la journée, tous les joueurs peuvent parler librement de ce qu'ils ont découvert, échanger leurs informations, et essayer d'identifier le démon et ses sbires. Pendant la phase de jour, les joueurs peuvent poser des questions, que s'il passait cette nuit, quelqu'un est-il mort. Si vous avez des informations à partager, mais que vous ne faites pas confiance à certaines personnes, vous pouvez vous isoler et discuter en privé avec les joueurs en qui vous avez confiance. Après avoir laissé suffisamment de temps aux échanges, le compteur annonce l'ouverture des nominations. À ce moment-là, tout joueur encore en vie peut nommer un autre joueur, ou même se nommer lui-même, pour une exécution publique. Il suffit de dire « je nomine », par exemple « je nomine Sullivan », le compteur donne alors la parole au joueur accusateur pour expliquer pourquoi
il devrait être exécuté. Puis au joueur qui a été nommé pour expliquer pourquoi il ne devrait pas l'être. Ensuite, le compteur se place au centre du cercle. En commençant par la personne accusée, il tend le bras et fait tourner son bras dans le sens horaire, comme l'aiguille d'une horloge. Si votre bras est levé, au moment où le bras du compteur passe devant vous, cela signifie que vous votez pour l'exécution du joueur accusé. Pour qu'un vote soit validé, le joueur accusé doit obtenir au moins la moitié du nombre de joueurs vivants ou plus. Le compteur vous indiquera combien de voix sont nécessaires avant chaque vote. Si le vote échoue, le joueur est sauvé pour la journée. Il ne peut plus être nommé à nouveau ce jour-là. Si le vote réussit, le joueur est considéré sur le point d'être exécuté. Mais attention, cela ne garantit pas encore sa mort. Le compteur peut accepter d'autres nominations. Si un joueur est nommé et que ce nouveau obtient plus de votes, alors c'est lui qui sera sur le point de mourir à la place du précédent. S'il y a égalité parfaite entre deux votes d'exécution, aucun des deux joueurs n'est condamné. En cas d'égalité, aucun des accusés ne meurt. De plus, tout joueur ayant fait une nomination ce jour-là ne peut plus en faire. S'il n'y a pas de nomination, le compteur met fin à la journée. Le joueur sur le point de mourir est alors exécuté et considéré comme mort. Si ce jour était le démon, félicitations à l'équipe du bien, vous avez gagné. Si ce n'était pas le démon et que les conditions de victoire du mal ne sont pas remplies, alors la partie continue. Tout le monde ferme les yeux et une nouvelle phase de nuit commence. Mais ne vous en faites pas, la mort n'est pas la fin. Ne craignez pas la mort, chers villageois. Contrairement à la plupart des jeux de détection sociale, les joueurs morts, qu'ils aient été tués par un démon la nuit ou exécutés par le village le jour, peuvent encore parler librement. Leur rôle n'est pas révélé aux autres joueurs. Cependant, leur pouvoir ne fonctionne plus. Ils ne peuvent plus faire de nomination. Mais ils peuvent partager leurs informations et gagner ou perdre avec leur équipe. Les joueurs morts disposent d'un dernier vote appelé le vote fantôme. Après leur mort, ils peuvent participer une seule fois à un vote futur. Mais attention, utilisez votre vote fantôme avec sagesse, car une fois utilisé, il est perdu à jamais. Les concepts importants du jeu sont l'ivresse et l'empoisonnement. Ce sont des termes absolument cruciaux pour jouer. Pendant la partie, certains événements peuvent faire qu'un joueur devienne ivre ou empoisonné. En pratique, cela revient à peu près au même résultat. La capacité spéciale d'un joueur ivre ou empoisonné peut ne pas fonctionner correctement. Et souvent, le degré d'interférence dépend du jugement du compteur. Un villageois ivre ou empoisonné, qui collecte des informations la nuit, peut recevoir des informations erronées ou trompeuses de la part du compteur. Parfois, le compteur peut même vous donner la bonne information s'il estime que cela sera moins utile à long terme. Cependant, si votre pouvoir peut provoquer la mort d'un joueur ou empêcher la mort d'un joueur, alors en état d'ivresse ou d'empoisonnement, cela ne peut jamais arriver. Les joueurs ivres ou empoisonnés ne peuvent pas modifier fondamentalement le cours du jeu de cette façon. Quel est le rôle du compteur? Il faut faire confiance à votre compteur. C'est lui qui dirigera votre partie de Blood on the Clock Tower. Il choisira les rôles avec lesquels vous jouerez. Il distribuera toutes les informations nécessaires. Il vous réveillera et vous fera fermer les yeux. Il répondra à toutes vos questions sur vos rôles. Il organisera les votes. Il annoncera la fin de la partie et la victoire d'une équipe. Son rôle est de rendre la partie la plus passionnante possible en aidant discrètement l'équipe qui est en difficulté et en poussant la partie vers un final aussi dramatique que possible. Je vais vous parler un petit peu plus du rôle du compteur, car il est important. La première chose à comprendre pour être un bon compteur, je pense, c'est qu'il ne faut pas prendre parti. Vous n'êtes ni du côté des gentils, ni de celui des méchants. Vous êtes au service de la justice lui-même. Votre unique mission en tant que compteur est de garantir que les joueurs passent un bon moment. En pratique, cela signifie que vous devez faire en sorte que la partie arrive jusqu'au dernier jour, un bon dernier jour, et qu'il reste 3 joueurs en vie, avec au moins un gentil et un démon. Cela maximise les tensions, les disputes et les accusations virulentes. Ce sont des éléments positifs. Vous voulez que chaque partie de Blood on the Clock Tower soit serrée. Si les méchants sont en train de gagner, aidez les gentils autant que possible. Si ce sont les gentils qui dominent, soutenez les méchants. Vous êtes le marionnettiste, amusez-vous. Ici, c'est le grimoire, c'est un outil indispensable. Il peut se relever, là je l'ai mis à plat pour le besoin de la vidéo, mais il y a un support pour le mettre qui est du plus bel effet. C'est lui qui vous permettra de suivre l'évolution du jeu et la lente déchéance du village. Pour le préparer, ouvrez-le, enlevez ce qu'il contient et vous allez assembler les deux parties pour former un gros livre. Ce livre contiendra toutes les informations sur les joueurs. Il faut toujours le tenir à hauteur où personne d'autre ne peut le voir. Vous commencez par prendre votre plateau de place du village et vous disposez d'un nombre de jetons de vie égal au nombre de joueurs en cercle. Vous les mettez comme ceci et ce sont ces jetons-là. Si le jeton montre un côté clair, le joueur est vivant. S'il est sombre, le joueur est mort. Au début de la partie, tous les joueurs sont en vie, heureusement. Ensuite, vous choisissez les rôles que vous allez mettre dans le sac. Il est conseillé, comme je vous le disais, d'utiliser le script de Trouble Brewing. Car il ne faut pas commencer avec un script trop complexe. Vous consultez la table des joueurs, qui est indiquée ici. Elle vous indiquera le nombre de types de rôles à mettre dans le sac. Par exemple, pour une partie à 8 joueurs, vous aurez 5 villageois, un outsider, un sbire et un démon. Il peut être intéressant de choisir des démons et des sbires qui vont bousculer le jeu. Si vous voulez mettre plus d'outsiders que prévu selon le nombre de joueurs, mettez un baron et augmentez le nombre d'outsiders. Si les méchants sont légèrement en infériorité, ajoutez un espion pour qu'un sbire connaisse toute la carte du village. Si les joueurs sont doués pour analyser les infos, mettez un empoisonneur pour semer la confusion. Une fois que l'équipe de méchants est prête, vous composez l'équipe de gentils. Commencez par les villageois. Il est important que certaines informations dès le début, sinon la première journée risque d'être ennuyeuse. N'oubliez pas que votre rôle est de rendre le jeu amusant. Donnez un
ou à plusieurs villageois des infos en avance. Puis créer un bon équilibre entre les rôles qui collectent des infos et ceux qui ont des pouvoirs passifs. Portez une attention particulière aux démons et aux sbires. Si vous avez un poisonneur, ajoutez plus de personnages qui découvrent des choses la nuit pour lui donner à faire. Si vous avez un espion, ajoutez des capacités spéciales puissantes utilisables une seule fois, comme le tueur. Faites en sorte que votre espion ait intérêt à être éliminé rapidement. En cas de doute, rendez tout dangereux pour tout le monde. Le danger est excitant. Enfin, le rôle du drunk. Si vous avez des outsiders et que l'un d'eux sera le drunk, ne mettez pas le jeton drunk dans le sac. Le joueur doit croire qu'il est un simple villageois. Vous seul saurez qu'il est en réalité drunk. Choisissez quel rôle sera drunk avant le début de la partie, par exemple le moine, et mettez le jeton moine dans le sac. Pensez juste à rajouter le jeton rappel drunk lors de la préparation du grimoire. Vous avez plusieurs jetons que vous pouvez positionner, car tout tient vraiment très bien. Une fois tous les jetons choisis pour les joueurs, sélectionnez 3 autres personnages qui ne seront pas en jeu. Montrez ces rôles au démon pour lui permettre de bluffer. Si un outsider est en jeu, montrez-lui un outsider pour qu'il puisse bluffer et semer le doute. Peut-être en croire qu'un baron est en jeu. Essayez d'inclure un rôle qui pourrait légitimement survivre jusqu'à la fin, comme le soldat immunisé contre le démon la nuit, ou le maire qui pourrait faire mourir d'autres joueurs à sa place. Après avoir choisi les jetons, vérifiez ceux qui portent un symbole de feuille. Cela signifie que ce rôle vient un petit jeton de rappel pour suivre le choix des joueurs et gérer les informations que vous leur donnez. Une fois que tous les jetons ont été placés, mettez les jetons personnage dans le sac, donnez-les aux joueurs et faisez-les choisir un jeton chacun. Demandez-leur ensuite de lever la main avec le côté noir du jeton visible. Faites ensuite le tour du cercle en récupérant chaque jeton et placez-les dans cette moitié du grimoire en formant un cercle qui correspond à la place des joueurs. Bien entendu, faites tout pour que les gens ne se déplacent pas pendant la partie. Maintenant que tout est prêt, prenez la feuille liée au script. Donc tout est prêt, vous avez par exemple pour chaque script comment se passe la première nuit avec les différents rôles, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, quelques aides. Et ici, vous avez pour les autres nuits, vous avez également cette feuille que vous pouvez prendre qui vous explique quoi faire avant le début du jeu, avant la première nomination, et comment préparer tout cela. Vous pouvez le mettre à cet endroit-là et vous changer une fois que vous n'avez plus besoin. Avant que la première nuit commence, prenez un instant pour vérifier votre grimoire et assurez-vous que le jeton rappel du drunk à côté du villageois que vous avez choisi pour être le drunk. Vérifiez aussi que tous les jetons de rappel sont en place pour tous les joueurs qui recevront des informations lors de cette première nuit, ainsi que la nature de ces informations. Par exemple, vous aurez besoin d'un leurre, un jeton rouge qui sert de face-piste parmi les joueurs. Pensez à placer un jeton rappel pour ne pas l'oublier. Ou alors vous avez une washerwoman. Vous réveillerez ce joueur la première nuit pour lui montrer 2 joueurs en lui disant que l'un est un villageois et l'autre non. Utilisez les jetons de rappel pour vous souvenir de qui est la bonne cible. Tout cela est disponible avec les jetons que vous avez là, que vous placez au-dessus, que vous mettez au fur et à mesure pour vous le rappeler. Assurez-vous que la feuille d'ordre de nuit de votre script est bien réglée sur la page de la première nuit. Si cela vous aide, utilisez des petits jetons pour marquer quels rôles sont dans les sacs et lesquels doivent être réveillés. Vous avez beaucoup d'informations à gérer, alors n'hésitez pas à utiliser les aides qui vous sont fournies. Pour la première nuit, quand vos joueurs ont les yeux fermés, faites le tour en les réveillant un à un. Un petit conseil, la plupart des compteurs tapent 2 fois sur le genou ou l'épaule du joueur pour le réveiller. Choisissez avant la méthode qui convient à tout le monde. Réveillez d'abord vos sbires et montrez-leur leurs jetons. Puis désignez le démon en lui montrant son jeton et en indiquant ses sbires fidèles. Ensuite réveillez le démon et montrez-lui les jetons personnages qui ne sont pas en jeu, ainsi que les 3 bluffs du démon. Ensuite, faites de même avec tous les autres personnages qui apparaissent dans l'ordre de la première nuit pour leur donner leurs informations. N'oubliez pas d'adapter les informations en cas de joueur drunk ou empoisonné. La notion de drunk et d'empoisonné est au cœur de ceux qui ont Blood of the Clock Tower imposé les pics. La plupart du temps, vous donnez aux joueurs des informations vraies et activez leur pouvoir quand ils le demandent. Mais parfois, certains joueurs deviennent drunk ou empoisonnés et leur pouvoir dysfonctionne. Vous avez beaucoup d'informations à transmettre la première nuit, alors prenez votre temps. Faites plusieurs tours du cercle, même si certains joueurs sont éveillés. Essayez de masquer le bruit de vos pas, laissez un petit délai entre le dernier réveil et le début du suivant, pour que le dernier joueur ne sache pas qu'il est le dernier réveil. Une fois la première nuit passée, retournez la feuille d'ordre sur la phase des nuits suivantes. À partir de ce moment, les monstres commencent à dévorer les joueurs. Quand un joueur meurt pendant la nuit, posez un petit linceul en plastique sur son jeton pour vous rappeler qu'il est mort. Vous les avez ici. Et vous pouvez le placer sur les jetons là. Si le démon tue quelqu'un, cette mort est immédiate. Notez-le dans votre grimoire et ne réveillez pas ce joueur s'il n'est pas encore réveillé cette tenue-là. Les morts ne se réveillent pas. Cependant, la mort n'est pas toujours certaine. Si le démon choisit un joueur protégé par un moine, un soldat qui est immunisé contre le démon, ou même un joueur déjà mort juste pour semer la confusion, alors personne ne meurt cette tenue-là. C'est votre rôle d'assurer qu'une mort arrive. Si le démon fait un mauvais choix, il doit en assumer les conséquences. Après la première nuit, réveillez tout le monde et annoncez qui est mort pendant la nuit. S'il y en a, dites combien de joueurs restent en vie et commencez la phase de jour. Lorsque vous avez terminé la première nuit, vos joueurs sont maintenant réveillés. Vous regardez avec des yeux remplis d'angoisse et se demandant ce qui va se passer. Si c'est le premier jour, faites un peu de spectacle. Présentez la ville, présentez-vous comme leur maître de jeu. Puis laissez-les discuter de ce qu'ils savent. N'oubliez pas d'indiquer à peu près combien de temps il reste avant l'ouverture de nomination. Ensuite, installez-vous confortablement et laissez les joueurs parler, tenir en discussion privée. Vous demandez des clarifications si nécessaire. Vous avez semé les graines du chaos, regardez-les maintenant éclore. Faut faire attention car des erreurs peuvent arriver, surtout lors d'une première partie. Un storyteller a beaucoup à gérer, il arrive que des erreurs se glissent, mauvaises informations données la nuit, trop d'outsiders dans la partie.
La plupart des erreurs peuvent être corrigées. Si cela ne concerne qu'un joueur, prenez-le à part pour rectifier. Si cela concerne tout le monde, annoncez simplement que vous avez fait une erreur quelque part dans la mise en place sans préciser laquelle. Cela donnera un petit casse-tête supplémentaire à résoudre, ce qui est amusant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà pour les grandes mécaniques, les grandes règles. J'ai pas fait le détail de tous les pouvoirs parce qu'il y a vraiment beaucoup de pouvoirs comme vous le voyez. Donc il y a 3 scripts, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de matériel. Ça a vraiment une belle présence sur la table. En plus quand vous trimballez avec votre grimoire. Et comme je vous dis, ça tient très très bien. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur le jeu car je fais quelques parties. Dans l'univers florissant des jeux de société modernes, Blood on the Clock Tower s'impose comme une véritable révolution du genre social déduction. Conçu pour offrir une immersion narrative poussée, ce jeu transcende les limites des classiques du genre, en combinant un rôle de storyteller, un système complexe d'interaction, de pouvoir et de stratégie. Le résultat en fait une expérience riche, captivante et profondément humaine. Au cœur de Blood on the Clock Tower se trouve un rôle unique, celui du storyteller. Il ne se contente pas de superviser la partie, mais façonne activement l'ambiance et l'évolution du récit. Son rôle est à la fois celui d'un guide, d'un narrateur et d'un arbitre bienveillant, capable d'adapter la partie en temps réel pour que l'intrigue reste fluide et haletante. Grâce à un grimoire détaillé et une organisation minutieuse de la nuit, le storyteller installe une atmosphère mystérieuse et tendue, où chaque joueur, en incarnant un personnage spécifique, devient acteur d'un drame collectif. La dimension narrative ne s'arrête pas la nuit, la phase de jour est aussi un moment clé, où discussions, débats et accusations vont façonner le destin de la ville. Le système de jeu se distingue par sa mécanique innovante, où chaque joueur détient un rôle secret, parfois doté de pouvoirs s'activant de jour comme de nuit. Le jeu mêlant habilement bluff, stratégie et psychologie, offrant une dynamique constante où chaque décision peut avoir un impact majeur. Les interactions sont rythmées par des nominations et des votes, moment où la tension monte et où les alliances se nouent ou se brisent. Le fait que les joueurs conservent un vote fantôme ajoute une couche supplémentaire de complexité, maintenant le suspense jusqu'à la fin. Les rôles variés enrichissent le gameplay en y introduisant des effets uniques, des rebondissements inattendus, et une dynamique qui pousse les joueurs à s'adapter continuellement. La gestion de la partie par storyteller est essentielle. Blood on the Clock Tower offre des outils et des conseils pour assurer un déroulement fluide et juste. Le maître du jeu est invité à équilibrer la narration, à encourager la discussion et à intervenir avec tact pour maintenir l'engagement de tous. La capacité à rectifier les erreurs et à intégrer les imprévus dans la trame narrative témoigne d'une grande flexibilité du système, rendant chaque partie unique et vivante. Cette approche proactive du storytelling garantit que la partie reste captivante, même face aux aléas du jeu. Plus qu'un simple jeu, Blood on the Clock Tower est une invitation à explorer les dynamiques sociales, à développer son sens de la persuasion et à aiguiser son esprit d'analyse. Chaque joueur doit naviguer entre vérité et mensonge, évaluer les intentions des autres et décider à quel moment agir pour maximiser ses chances de victoire. Ce subtil mélange de jeu de rôle, de déduction et de théâtre social crée une ambiance unique où les amitiés peuvent être testées et les talents d'acteurs révélés. C'est cette richesse sociale qui fait tout le charme et l'attrait du jeu. Blood on the Clock Tower s'impose comme une référence incontournable pour les amateurs de jeux de société narratifs et sociaux. Par son gameplay innovant, sa richesse stratégique et son atmosphère immersive. Il transforme chaque partie en une véritable expérience collective mémorable. Plus qu'un simple divertissement, ce jeu est un voyage au cœur des relations humaines où chaque partie, chaque regard, chaque décision peut changer le cours de l'histoire. Pour tous ceux qui cherchent à vivre un jeu intense, profond et résolument vivant, Blood on the Clock Tower est une invitation à plonger dans un univers fascinant où le pouvoir du récit et de la stratégie s'entrelacent pour créer du pur plaisir ludique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, de ce très bon jeu, extrêmement bon jeu même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez déjà joué, racontez-moi vos expériences de jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à partager la vidéo. Il y a aussi tous mes réseaux sociaux sur la page YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre. Ça fait plaisir et ça motive. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.